Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV au sommaire de ce dimanche 9 novembre. La conférence débat sur l'AIS a fait salle comble aujourd'hui dans un hôtel de Faa. Les témoignages se sont succédés face à un public venu nombreux. Entre larmes, espoir et appel à l'action, les familles veulent croire en une issue possible face à la drogue. Pour en parler, nous recevons Mariva Georges Marciano, fondatrice de Tetiare Turinei. Observer les baleines, mais aussi les étudier. Les professionnels du whale watching se joignent aux chercheurs pour la récolte de données génétiques des cétacés. Nous irons à la rencontre de l'association Oceania qui œuvre pour la protection de ces mammifères marins. Direction les Australes où chaque arrivée du Tura Ape est scrutée de près. À Reivave, l'association Paruruia Reivave veille à préserver l'équilibre fragile de l'île. Un contrôle minutieux pour protéger un écosystème unique. Et comme chaque dimanche, votre rubrique sportive avec Oriano Tefo, retour sur les temps forts de la semaine, surf, tuaruma ohi, natation, force athlétique, volleyball et un aperçu des prochains rendez-vous à ne pas manquer. Comment agir pour un Fénois sans addiction? C'était tout l'enjeu de la conférence organisée cet après-midi dans un hôtel de Faa. Un rendez-vous porté par Mariva Georges Marciano et la Fédération de lutte contre les drogues en présence du psychiatre américain Charles Sophie. Ensemble, ils ont échangé avec les familles venues nombreuses pour témoigner ou chercher du soutien. Les détails avec Laure Philibert et Davidson Bennett. Elles sont venues nombreuses chercher des réponses à leurs questions sur l'AIS, ses effets et les moyens de s'en débarrasser. Ces familles veulent en savoir plus sur l'expérience du docteur en psychiatrie, Charles Sophie. Au lendemain de la marche contre l'AIS à Moorea et d'une semaine de tournée dans les îles et à Tahiti, ce spécialiste en substances addictives a souhaité un échange direct avec la population. Il était important justement de donner la parole, on va dire, aux acteurs déjà de terrain, d'une, ensuite aux parents, aux personnes qui sont justement touchées par cette addiction, poser un petit peu tous les besoins qui peuvent être mis en place et par le pays et par l'État notamment. Et pouvoir justement apporter des conseils aux familles et mettre en place des choses concrètes parce que véritablement il y a urgence. Beaucoup de larmes et d'émotions dans le public durant les témoignages. Cette jeune fille qui souhaite rester anonyme est tombée dans l'addiction dès l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, âgée d'une vingtaine d'années, elle espère voir enfin le bout du tunnel. C'est un cercle vicieux. Tu es là, tu fumes, tu te sens mal et tu refumes. Tu es là, tu fumes, tu te sens mal et tu refumes. Et c'est ce que tu fais. C'est un mode de vie, mais inadapté à un être normal. La maman de cette ancienne addict encourage les parents à ne pas abandonner leurs enfants en crise. Au départ, elle se faisait offrir ses doses. Et puis par la suite, tous les moyens, les vols, les agressions, la prostitution, voilà. Il faut tenir le coup, hein. Et des fois c'est démoralisant. Combien de fois j'ai voulu abandonner parce que j'avais l'impression de parler dans le vent, de ne pas pouvoir la sortir. Mais je pense que moi, ce qui m'a sauvée en tous les cas, c'est l'amour que j'avais pour ma fille, hein. Demain, le docteur Sophie, Mariva Georges Marciano et la Fédération se rendront à Tevayuta qui renforce son action de lutte contre les stupéfiants. Le docteur Sophie repart demain soir pour les États-Unis, mais la réflexion continue avec la Fédération et le pays pour établir des structures de prise en charge adaptées. En plateau avec nous ce soir, Mariva Georges, fondatrice de Tetiare Turinei, Yorana. Yorana. Alors tout d'abord, vous vous êtes déplacée depuis les États-Unis accompagnée du médecin psychiatre Charles Sophie. Est-ce que c'était important pour vous de venir au contact direct des familles ici ? Eh ben oui, je pense que nous sommes tous désarmés par rapport à ce fléau qui touche notre belle Polynésie, comme Monsieur Charles Renvoyer le dit tout le temps sur les réseaux sociaux. Et après l'intervention qu'on a fait il y a un mois à la radio, j'ai décidé en fait de faire venir Dr Sophie qui est spécialisée dans les addictions et surtout dans les thérapies de famille. Donc il a vu quelques patients. Il a vu au moins 7 familles ici et il prend en considération d'abord le patient et ensuite il fait venir la famille, c'est-à-dire l'épouse et les enfants pour que en fait, il puisse identifier quels sont les déclencheurs
qui ont poussé la personne à sombrer dans l'addiction de la méthamphétamine. Et outre la famille, est-ce qu'il y a de fortes attentes aussi de la part des professionnels de santé ici? Oui, bien sûr. Ils essayent de trouver des solutions pour essayer de sevrer nos patients. Je pense qu'il y a le centre de santé, de pôle de santé mentale qui va souffrir incessamment sous peu. Je sais qu'il y a Stanley qui veut mettre en place un centre de sevrage holistique à Fariapé, c'est-à-dire cibler... plus orienté vers tout ce qui est naturel, culturel. Et je pense que c'est une très belle solution et il faut encourager ce projet. Vous aviez évoqué l'idée d'un mobile bus pour aller à la rencontre des habitants dans les îles. Selon le docteur Charles Sophie, c'est une excellente idée d'aller donc directement voir les familles. Pourquoi est-ce que c'est la meilleure solution selon vous? En fait, c'est une très bonne solution parce que, par exemple, docteur Sophie, il intervenait dans les familles. Il ne faisait pas les thérapies classiques derrière un bureau. Hier, on a fait une thérapie sous un arbre au bord de la plage. Et en fait, ça crée tout de suite la confiance entre le docteur, le thérapeute et le patient. Et il a une plus grande facilité à s'exprimer, à s'ouvrir sur leur traumatisme qu'ils ont vécu quand ils étaient enfants et donc qui ont été les déclencheurs émotionnels pour se réfugier dans cette drogue. Il y a donc les traumatismes qui peut pousser un être humain à se réfugier dans la drogue. Il y a la génétique. Et il y a aussi l'environnement. J'ai entendu cet après-midi où il y a des familles qui sont très bien équilibrées et où tout d'un coup, un membre de leur famille tombe dans l'addiction. Et justement, parce que c'est l'environnement. Et donc, on voit que ça s'est gangréné quand même, cette drogue. Et que c'est l'état des lieux, en tout cas, qu'on a aujourd'hui. Est-ce que vous avez senti un besoin d'information face à ces familles qui sont complètement démunies? Oui, elles ont besoin d'être rassurées, elles ont besoin... Mais comme la maman disait à l'antenne aujourd'hui, ce soir, j'ai constaté aussi que l'amour des parents, l'amour d'une sœur... Hier, j'ai discuté avec une jeune femme qui a pris son frère sous son aile, chez elle, et depuis 3 mois, il est sobre, et elle me dit, c'est un travail de longue haleine, je le surveille comme du lait sur le feu. Elle n'est pas thérapeute, mais en tout cas, lui donne tout l'amour qu'elle puisse lui donner. Il y a eu d'autres cas comme ça, où hier à Montréal, on a vu aussi un patient, et il nous disait, grâce à sa femme et à Charles, il arrive à s'en sortir. Et aussi la jeune aujourd'hui, c'est pareil, l'amour de sa mère, mais au bout d'un moment, on est aussi à bout de souffle en tant que parent. Quand on est face à quelqu'un ça fait 7 ans quand même qu'elle en prenait. Donc c'est compliqué et on a besoin d'une structure. Et outre la famille, est-ce que vous avez également rencontré le gouvernement? Quelles pistes ou solutions concrètes ont été émergées de cette rencontre? Le gouvernement est très concerné, évidemment, face à ce fléau et à cette crise que l'on traverse. Et il mise sur le centre, le pôle de santé mentale, bien sûr. Il n'y a que 12 lits, ce n'est pas beaucoup. Il demande aussi, ils vont, je pense, réouvrir l'école de psychologues, parce que nous sommes en manque de ressources humaines de ce côté-là. Et aussi, il nous encourage à faire on va sûrement trouver un partenariat pour cette ambulance mobile qui puisse aller à la rencontre des familles tout en discrétion, sans qu'il y ait une annotation de quoi que ce soit sur le bus. C'est vraiment anonyme, de façon à aller à la rencontre des familles et de les aider et de comment il faut les prendre par la douceur, en fait, parce que de ce que j'ai pu comprendre, quand ils sont en situation de crise et d'euphorie, ils sont ingérables. Et Dr Sophie et Charles disaient qu'il faut les prendre par la douceur et pas par la force, parce que c'est vrai que parfois ils sont incontrôlables et c'est difficile. Hein. On est face à quand même beaucoup plus d'agressivité face à ces addicts quand les parents sont complètement désemparés. C'était les questions en fait que les parents posaient aujourd'hui. Que peut-on faire? Merci Marie-Va Georges d'avoir accepté notre invitation.
Sortir en mer pour observer les baleines, ce n'est pas qu'un moment d'émerveillement. Ces excursions permettent aussi à la direction de l'environnement et à l'association Océania de recueillir de précieuses données scientifiques. Identification, recensement, prélèvement, autant d'informations essentielles pour mieux comprendre et protéger ces cétacés. C'est un reportage signé Moya Pierron sur des images de Julien Anton et Véthierry Perrer. Les professionnels du whale watching agréés participent au programme d'études et de conservation des baleines à bosse de la direction de l'environnement et de l'association Océania. À chaque sortie, ils collectent des données, des squames, ces fragments de peau perdus par les baleines, des enregistrements sonores ou encore des photos. La caudale, la queue de l'individu est forcément un élément majeur puisque c'est un petit peu l'équivalent des empreintes digitales chez l'homme. Il y a des griffures, des marques, des points, des taches. C'est effectivement une des raisons pour lesquelles nous prenons toujours des photos depuis le bateau. Il faut savoir également, lorsque nous avons la chance de pouvoir aller dans l'eau, que les animaux ont des marques sur le côté, des griffures. Des signes qui permettent de les identifier et donc de suivre leur migration en Polynésie, dans le Pacifique et même dans le monde. Ces informations et échantillons transmis à leur retour à terre permettent aux scientifiques de recevoir des données supplémentaires venues des 5 archipels de Polynésie. Et ils vont nous permettre d'identifier tout simplement le nombre de baleines qui vient chaque année en Polynésie française, comprendre leur diversité génétique, ce qui est très important pour la conservation de l'espèce, et également avoir tous les liens de parenté à l'échelle de la population. Les squames sont collectés selon un processus non invasif. Ils se mettent à l'eau avec un petit tube pour venir récupérer ce petit morceau de peau qu'ils vont ensuite mettre dans un autre tube qui a de l'alcool. Donc en fait, on leur prépare des petits kits à bord, déjà avec les étiquettes. Des échantillons qui seront étudiés par les scientifiques de l'association Océania. Donc ces analyses-là, elles se font dans un autre laboratoire parce que ça nécessite un tas d'outils spécifiques. Et ce laboratoire, il est basé en France. Donc chaque année, je vais un mois en France faire les analyses. Les résultats sont partagés avec le pays et les prestataires. Plus les datas collectées sont nombreuses et précises, plus les mesures de protection pourront s'avérer efficaces. Elles permettent aussi de comprendre l'impact du réchauffement climatique, de la pêche, des déplacements des bateaux sur le comportement des baleines à bosse. Les femelles sont généralement poursuivies par les mâles pour de la reproduction. Donc certains individus sont amenés à se protéger dans le lagon. C'est quelque chose d'absolument normal et qui n'est absolument pas inhérent à la présence ou à l'absence des bateaux. Nous avons une population qui est en évolution croissante au fil des années, de l'ordre de 5 à 10% d'évolution. Donc c'est que tout va bien, c'est un excellent indicateur de la santé des eaux polynésiennes. Ces sorties en mer permettent aussi l'observation d'autres espèces de passage dans les eaux polynésiennes et moins connues ou étudiées, comme les orques, les globicéphales ou les baleines de Ming. Cap sur les Australes aux abords du Tuhaapeh, le lien essentiel entre Tahiti et les îles du Sud. 2 fois par mois, il apporte vivres et carburant aux habitants. À Raivave, chaque escale est surveillée de près par l'association Paruruya Raivave, déterminée à préserver l'écosystème de son île, comme nous l'explique Jessica Doucet. Ces jours de bateau sur le quai de Reirua et l'effervescence est palpable. Des palettes de nourriture, des bonbonnes de gaz, des fûts d'essence sortent un à un des cales du navire. Les stocks s'approvisionnent, les familles se préparent à remplir leurs réserves. Pour les habitants, chaque rotation du Tuhaapeh, c'est bien plus qu'un simple réapprovisionnement. C'est une vraie bouffée d'oxygène dans leur quotidien insulaire. C'est important pour vous le bateau ici à Raivave? Oui, tout à fait. C'est pour nos marchandises qui arrivent, parce qu'on a besoin sur l'île, et les affaires qu'on doit envoyer pour la famille. Justement, qu'est-ce que vous envoyez pour la famille? Ça dépend, il y a du poisson, il y a des parois, du taro, tout ce que la famille de Tahiti a besoin. Alors vous attendez le bateau avec impatience chaque fois? Ah oui, parce que des fois on a besoin de poulet, hein. Faut pas se cacher. Mais derrière ce balai de camions et de chariots élévateurs, une vigilance discrète mais déterminante s'organise. En t-shirt vert, les bénévoles de l'association Paruruya Raivave sont là à chaque arrivée du bateau. Leur mission, stopper tout ce qui pourrait menacer la biodiversité fragile de l'île.
Tous les fruits et légumes, pas ceux en provenance des magasins de Tahiti, mais ceux des îles, s'il n'y a pas de document du phyto, ça repart. On ne veut pas être envahi, parce qu'il y a la fourmi de feu à Rurutu, il y a l'escargot à Rimatara, comme à Tubuai. On est vigilant, on ne veut pas que ça arrive sur notre île. Même rigueur pour les matériaux de construction, bois, gravier ou tôle reste d'abord placé sous surveillance. Surtout le bois, on les met en quarantaine. Pendant 3 jours, au moins, on les garde ici sur le quai. On les contrôle une dernière fois avec le service de l'agriculture. Si tout est bon, les propriétaires les récupèrent. Grâce à cette mobilisation, Reivavai conserve jusqu'ici son équilibre écologique, un atout précieux pour l'avenir de l'île qui mise sur un tourisme vert, préservé et authentique. C'est l'heure de notre rendez-vous sportif. Et sur l'eau, sur les tapis et sur les terrains, ça n'a pas chômé ce week-end. Entre compétition et dépassement, les athlètes ont tout donné. Et on découvre ça maintenant. Apopara clap de fin pour la saison de surf ce week-end. Avec la Coupe de Tahiti pour terminer en beauté. Les meilleurs riders du Fénois étaient au rendez-vous. Des poussins au master en passant par les sélectionnés pour les mondiaux juniors ISA. Désiré Thévao nous fait revivre cette dernière journée. Regardez. Elle est l'une des révélations de la saison. Reipoe Chapelier, championne de Tahiti en cadet et en junior, confirme ses bons résultats de l'année. La surfeuse de Moorea s'impose lors de la Coupe de Tahiti chez les cadettes grâce à un total de 10,57. Elle devance Miliani Simon, Mikilani Pinson et Kélia Galina. L'année dernière, j'étais sur aucun podium. Et là, j'arrive à gagner, je suis trop contente. J'ai réussi à avoir une bonne première vague, ça m'a mis dedans. J'étais dans mon rythme et j'ai réussi à avoir d'autres vagues qui étaient top aussi. J'ai réussi à pas tomber. Du côté des garçons, Liam Chamkwa, champion chez les cadets, confirme lui aussi son statut lors de cette Coupe de Tahiti. Le surfeur de 12 ans remporte la finale de sa catégorie grâce à un total de 13,07. Ça s'est mal passé au début. J'ai pris une mauvaise vague, mais après j'ai pu atteindre la bonne avec la priorité. Elle est venue, j'ai fait un bon score. Et ensuite, je suis tout de suite allée chercher un backup et ça a marché. C'était vraiment une année quand même incroyable parce que les vainqueurs des étapes qui changeaient tout le temps, c'était très serré au niveau des finales et je suis trop contente d'avoir gagné la coupe. Si Liam, Reipoe et leurs camarades disputaient leur dernière compétition à Tahiti, leur saison n'est pas encore terminée. Du 4 au 14 décembre, ils disputeront au Pérou les championnats du monde junior ISA. Objectif pour la Fédération tahitienne de surf, intégrer le top 10 au classement des nations. Il y aura 8 athlètes qui vont partir avec 4 encadrants, dont 2 coachs. Les coachs, c'est Steven Pearson et Hirateri Natofa. Et on aura 4 filles et 4 garçons qui vont aller représenter Tahiti parmi les grandes nations dans le monde du surf. On était 13e l'année dernière sur presque 50 nations. Donc si on peut garder le même classement, c'est top. Mais toujours l'objectif, c'est top 10. Je me sens bien, je me sens confiante et j'espère qu'on va aller loin et on va représenter Tahiti. Autre passion, travail et esprit d'équipe, ces jeunes espoirs comptent bien porter haut les couleurs du Fénois sur la scène internationale. Et place au tatami maintenant. Le Mémorial Cristal Fénois Haïti a réuni ce week-end plus de 260 pratiquants de jiu-jitsu brésiliens venus de plusieurs clubs du Fénois et même de Reiatea. Une journée pensée pour la compétition mais aussi pour l'apprentissage et l'esprit de famille sur les tapis. Reportage. Contrôle, montée, passage de garde, chaque mouvement compte, chaque position se calcule. Pour cette nouvelle édition du Mémorial Cristal Fénois Haïti, les compétiteurs s'affrontent sous un règlement aligné désormais sur les normes internationales du jiu-jitsu brésilien. Un rendez-vous devenu incontournable dans le calendrier local. Niveau vote, c'est très important de pouvoir s'affûter au niveau du règlement. Pourquoi? Parce que nos Tahitiens partent souvent à l'étranger, donc ils se confrontent à l'international avec un règlement IBJJF qui est en anglais. Forcément, avec aujourd'hui qui est le CFJJB, plutôt en français, donc qui est plutôt plus facile à assimiler par rapport à tout ce règlement qui encadre le jiu-jitsu brésilien. Si les combats s'enchaînent sans retard, c'est grâce au staff. Arbitre au bord du tatami, commissaire aux tables de score, bénévole à la coordination. Une mobilisation en continu pour assurer une lecture juste et fluide des rencontres.
Alors sur la journée, on est sur le règlement CLJJB IBJJF. Donc au niveau des comptages des points, donc 2 points pour le takedown, 3 points pour le passage de garde, 4 points pour la montée, 4 points pour le back, avec un système d'avantage. Voilà, c'est le système IBJJF. Le jiu-jitsu polynésien continue de gagner du terrain au Fénois, porté par ce type de rendez-vous où l'on affine la technique, la gestion du combat et l'expérience en situation réelle. Allier sport, culture et solidarité. C'est le pari du tout premier Tupuna Fest organisé ce week-end à Oreitiniho. Un événement inédit qui a rassemblé plusieurs athlètes et habitants autour de valeurs fortes. Tout en soutenant une cause sociale, Hoanui Toahiva était sur place. Du sport, des traditions et de la sensibilisation. Voici la recette du premier Tupuna Fest organisé vendredi et samedi dernier à Oreitiniho. Destiné aux plus jeunes comme aux plus expérimentés, cet événement a été pensé pour rassembler et récolter des fonds pour lutter contre l'ICE. Dans un premier temps, c'est pour mettre en avant le Toa Maori, parce que c'était 3 disciplines, le A, le Timora'au et le Amuraufei. Et après, derrière ça, on organise tous d'autres événements à côté pour lever des fonds pour notre programme d'accompagnement post-sevrage qui se déroulera à Farihapi. C'est toujours mieux que de rester dans les quartiers ou sur la route, quoi. Donc ils viennent participer à ça et découvrir notre culture. Et c'est juste magnifique, quoi. Les athlètes de Pape et de Pire se sont réunis en nombre pour s'amuser ensemble et représenter leur quartier avec fierté. Ça s'est très bien passé, on a eu un bon Aditahoe, hein. Ça a bien marché la pirogue. Et voilà. Et au final, on a gagné. Vous représentez quel quartier? La Garde. Et c'était dur? Non, c'est pas facile. Les plus téméraires se sont attaqués aux 3 épreuves en solo. Une manière pour certains de repousser leurs limites, mais aussi de donner du sens à leur engagement. C'est plus pour soutenir l'association du club, surtout contre le no-ice, tu vois. Comme surtout ici en Polynésie, c'est quelque chose qu'on essaie de sensibiliser et tout. Mais ce qui m'a motivé, c'est plutôt l'esprit local. Comme je viens de l'île de Pâques, de Rapa Nui, et que chez nous, c'est comme une tradition de le faire. Et je voulais le faire, quoi. À en juger au sourire et à l'engouement des participants et des spectateurs, le Tupuna Fest semble déjà bien parti pour devenir un rendez-vous incontournable des années à venir. Ils étaient près d'une quarantaine de nageurs à prendre le départ hier matin à Tapuna de la Ocean Swimming Race. Une traversée du chenal entre Tahiti et Moréa longue de 24 km. Si la grande partie des athlètes étaient engagés en équipe de 2 à 5 nageurs, Naël Roux et Alexandre Buvry ont réalisé ensemble du parcours en solitaire. Malgré la houle et le courant en fin de parcours, tous les nageurs ont bouclé leur traversée. Naël Roux, recordman du tracé, boucle les 24 km/h en 5 heures et 8 minutes. Alexandre Buvry, de son côté, réalise un chrono de 6h43. Désiré Tevaou l'a interrogé avant le départ. Alors, préparation spécifique, beaucoup de nage en mer. J'ai augmenté progressivement les week-ends de 2 heures, je suis passé à 4 heures, 5 heures en mer, donc faire des allers-retours spécifiques dans le lagon. Merci aussi à Naël, il nous a donné beaucoup de conseils. Ça aide d'avoir un spécialiste, en plus recordman de l'épreuve, qui donne son avis et des conseils de préparation. Je l'avais fait l'année dernière en équipe. C'était une course totalement différente, aujourd'hui en individuel. Je ne vais pas essayer de me caler sur lui. Je sais qu'il a des objectifs de battre le record et je sais qu'il peut le faire. Donc on va simplement essayer de suivre, prendre son temps et voir après 3 heures de course comment on se sent. Alors Naël Roux a bouclé les 24 km en 6 heures et 8 minutes. Avant le grand départ pour les Océaniens en Nouvelle-Zélande, la sélection polynésienne de force athlétique est en pleine préparation. 7 femmes et 14 hommes prêts à défendre les couleurs du Fénois dans une compétition de haut niveau. Dernier réglage, dernière répétition. Et l'objectif, revenir avec des podiums. Hoanui Atoahiva les a rencontrés à quelques jours du départ. Dernier réglage pour la sélection polynésienne de force athlétique avant le grand départ pour les Océaniens en Nouvelle-Zélande. Pour éviter toute mauvaise surprise, une réunion d'information sur le contrôle antidopage a aussi été organisée avec les 21 athlètes sélectionnés. On a une petite formation de la lutte contre le dopage. On s'est tous réunis aujourd'hui, c'est pour un peu voir un peu ce qui se passe aussi, parce qu'il faut absolument qu'on le sache, parce qu'on ne sait pas, il y a des athlètes qui ne disent pas tout. Ils ont tous compris, à mon avis, et on va aller propre. Et c'est important. 3 disciplines au programme donc, le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Le niveau s'annonce relevé, tout comme les ambitions de nos locaux.
Je peux déjà te dire qu'il y a certains qui seront sur le podium. Hein. Il a une bonne moisson, à mon avis. Alors, vu le nombre d'athlètes, j'espère au moins terminer à la 3e place. Ça serait déjà bien, ramener une médaille au pays. Il y a du niveau aussi que vous avez. Ah oui, il y a la Nouvelle-Zélande, il y a l'Australie, il y a Nauru, hein, que des grosses pointues dans l'Océanie. Une préparation de longue haleine pour cette compétition dont l'objectif principal reste l'expérience en vue des Jeux du Pacifique 2027 à domicile à Tahiti. J'ai essayé de m'entraîner du mieux que je pouvais. Je suis un peu blessée, ça fait un mois que je suis blessée. Malgré tout, j'essaie de m'entraîner différemment et de faire plus attention à mon dos. Je verrai. Voilà, le mieux c'est de revenir avec une médaille, mais pour moi c'est plus de revenir avec de l'expérience. Rendez-vous donc du 17 au 20 novembre à Christchurch où nos athlètes feront résonner la puissance polynésienne sur la scène océanienne. Il y a quelques jours, la base aérienne 107 de Villacoublay accueillait le championnat de France militaire de volley 2025. Une compétition qui a rassemblé près de 130 militaires issus de toutes les forces armées avec une forte présence polynésienne. Chez les femmes, la gendarmerie l'a remporté face à l'armée de terre. Et côté masculin, victoire de l'armée de terre contre la marine nationale. Reportage signé Pierre Lamarque et Wallis Glaise. Rahei, Hana ou encore Tema ont toutes et tous troqué l'uniforme par le maillot et le survêtement. Un championnat qui a donné l'occasion à beaucoup de Polynésiens de se retrouver, de s'affronter les uns contre les autres. Chez les femmes, d'abord match très serré en 5-7, belle victoire de la gendarmerie. Elle reste invaincue dans l'histoire de la compétition depuis sa création. Un 6e titre en 6 participations. L'effectif compte une Polynésienne, Rahei, gendarme à Mont-de-Marsan. La joueuse a peu joué durant la finale, mais sa participation est déjà une victoire. C'est toujours une fierté de représenter mon institution. Et puis pour une première participation, j'ai voulu rentrer avec la médaille d'or quand même. Et pour son adversaire du jour, Hana, RH, dans une escadrille de vol, ce championnat, c'est avant tout l'occasion de retrouver une Polynésienne sur le terrain. Elle savoure. Je suis très contente de retrouver ma collègue tahitienne qui est dans la gendarmerie. Et tout se passe bien pour elle. Je suis contente que ça se passe bien pour elle dans cette équipe-là. Comme pour moi aussi dans l'armée de terre. Et voilà. Chez les hommes, l'équipe de l'armée de terre menée par le pointu Tema a remporté une remarquable victoire en 3-7 contre la marine nationale. Une performance qu'elle doit en grande partie aux 6 joueurs tahitiens de l'équipe. Une belle entente crée une dynamique, cela donne le ton et ça se voit sur le terrain. Tema est fier de porter ce maillot. Et en plus de ça, représenter aussi notre chez nous à travers l'armée de terre, à travers ce travail qui nous a été... cette opportunité qui nous a été donnée, une fierté. Chez les marins, il y a de la déception, même si l'objectif était de se hisser en finale. L'entraîneur, polynésien également, souligne l'importance du sport dans l'armée. L'armée, c'est beaucoup focus sur le côté militaire, mais à savoir que le sport également a beaucoup sa place dans l'institution. Et non, je suis très content de partager ces valeurs, faire du rayonnement pour la marine nationale. À présent, nos Polynésiens vont pouvoir retrouver leurs régiments respectifs. Certains d'entre eux se retrouveront peut-être à Los Angeles pour les championnats du monde en 2027. De passage éclair au Fénois, Teua Iterei Tupaya poursuit sa reconstruction. Le recordman de France du lancer du javelot présent aux Jeux Olympiques de Paris revient d'une opération au cours des travaux à retrouver sa puissance. Un court séjour à Tahiti pour reprendre des forces. Avant de repartir en métropole pour la préparation. Rencontre avec le champion. Dans la salle de rééducation, chaque geste compte. Le mouvement est lent, contrôlé, précis. Ballon lesté, renforcement du bras, travail de stabilité. Teua Iterei Tupaya reconstruit patiemment ce qui a été fragilisé l'an dernier. J'ai décidé de venir un peu au chaud durant la saison hivernale parce que là en France, il commence à faire assez froid et en même temps je profite de me ressourcer avec la famille. Après, en termes d'objectifs pour cette année, c'est... déjà de reprendre confiance en moi suite à mon opération. Car 2 semaines après les Jeux de Paris, le lanceur tahitien a dû passer par l'opération. La rééducation a été longue, parfois incertaine, mais avec l'aide de son équipe et un travail mental soutenu, les progrès sont revenus étape par étape. Je ne voyais pas du tout l'avancée des choses suite à l'opération. J'avais l'impression que le coude, en fait, il prenait un peu trop son temps à guérir. Donc psychologiquement, c'était très dur. Heureusement que je suis suivi au niveau de la prépa mentale, tout ça, je suis pas mal aidé.
Les 2 premiers mois, c'était comme ça. Les 2 suivants, c'était encore mieux. Et ainsi de suite. Donc j'ai vu la progression. Donc c'est pour ça que je suis assez confiant pour cette année parce que là, je reviens bien. La musculation reprend progressivement, charge contrôlée, appui solide, coordination retrouvée. Le but, revenir au plus haut niveau sans précipiter le geste. Le gros objectif de cette année, ça va être les championnats d'Europe à Birmingham. Donc j'espère pouvoir me qualifier et une fois que je serai qualifié, la porte sera grande ouverte pour aller chercher, j'espère, une médaille et prendre, entre guillemets, une revanche sur moi de l'année dernière avec ma blessure lors des championnats d'Europe à Rome. Théouraï Tereit prévoit de revenir au Fénois dans 1 mois et demi pour poursuivre son travail. Un retour qui se construit pas à pas, sans précipitation, mais avec une ambition intacte. Et pour finir notre rubrique, on regarde les rendez-vous sportifs de la semaine. Dès mardi, les amateurs de course à pied ont rendez-vous avec la Feria Carrefour. Samedi, direction Tautira pour du Va'a avec le mémorial Serge Hoatoua. Et le soir, place au sport de combat avec la Tahoe MMA Championship à Mahina. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez votre émission Bien dans son faré, suivie de Tous en cuisine avec Cyril Lignac. Demain, c'est Sophie Guébel qui prendra les commandes de votre JT. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée, excellente semaine et bonne rentrée à tous. Et après l'effort, place aux images sportives. Bonne soirée à tous.